Et oui, bonjour la communauté. Vous écoutez encore une fois Coup Critique. C'est encore Pierre-Philippe Renaud qui est devant vous et qui vous présente cette semaine un autre jeu bien fait d'ici, un jeu québécois qui a été créé par Maxime Vincent qui est avec moi présentement. Bonjour Maxime, ça va bien? Salut Pierre-Philippe, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Donc, Maxime, écoute, déjà, d'ailleurs, je voulais commencer par te dire merci. Merci d'avoir répondu à mon appel pour venir présenter ton jeu. On est toujours très content de pouvoir mettre la main sur des produits bien d'ici, puis de pouvoir mettre de l'avant la qualité qui se fait au Euh, Québec. Ça me fait très plaisir, là. Je Ouais. vais être honnête avec toi, j'expectais pas que que ça soit autant populaire dans le fond, là. Ouais. Ouais. Puis c'est drôle parce que hier matin, je te l'ai envoyé sur Facebook, mais il y a un de mes YouTubers préférés qui a comme acheté mon jeu puis qui en parlait dans son review de Cyberpunk. Fait que tu sais, c'est à peu près la seule chose positive qu'il y avait dans son vidéo d'ailleurs, donc j'étais quand même assez content. C'est- OK, dans le fond, il a juste bâché Cyberpunk pendant son vidéo, puis après ça, il a fini sur ton jeu sur une note positive. En fait, il a commencé avec une note positive, puis le OK. reste du vidéo, c'était un slaughterhouse, comme on dit en anglais, là, Ouais, sur Cyberpunk. En tout cas, c'était quand Cyberpunk. même cool. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler Cyberpunk. Mhm. On est là pour parler de ton jeu de rôle qui se nomme Wendigo Survival Horror RPG. Ouais, C'est bien ça, je me trompe pas. Parfait, effectivement. En fait, parfait. ben, t'auras compris que le jeu est en anglais. Oui. En fait, il y a une version française qui va arriver bientôt, mais je pensais plutôt finir, parce que je vais produire d'autres contenus là, dans les semaines à venir. Je vais commencer par des errata là, avec les petits. J'ai encore des petites inconsistances dans mon livre qui sont présents, là, des petits artefacts qui datent des itérations de design passées que j'ai laissé passer sans les voir. Puis après ça, je vais sauter sur d'autres contenus, là. J'ai dans le fond, trois expansions dans le pipeline. Genre une expansion pour les joueurs où tu vas avoir comme plein d'options pour ton joueur, ton personnage. Une autre avec un bestiaire avec des monstres pour le Game Master, puis un autre avec un setting justement pour le Game Master pour aider à créer des games. Puis après ça, je pensais faire comme une version française, là, l'édition Coureur des Bois, là, que j'appelle, que je vais comme réunir tout ça, puis je vais faire ensuite la version francophone OK. de ça. Et justement, avant qu'on embarque, si on veut, dans plus les spécificités de l'ouvrage et du Mhm. système et tout ça, j'aimerais ça un peu que tu puisses me présenter, grosso modo, qu'est-ce que Wendigo Survival Horror RPG, c'est quoi la Ouais. thématique et tout. Wendigo, ben, dans le fond, c'est un jeu de rôle d'horreur. C'est un Mhm. petit peu dans la lignée de Call of Cthulhu. OK. C'est probablement le jeu d'horreur le plus populaire, je pense, en RPG, là, tabletop. Euh, Dans le fond, l'idée en arrière du système, c'est que je voulais avoir quelque chose qui était. Moi, j'aime pas les systèmes très complexes. Comme j'aime pas ça avoir comme 1000 stats sur ma feuille de bonhomme. J'aime pas ça avoir un livre de règles de 300 pages. J'aime ça quand c'est simple, puis que c'est vraiment axé plus sur le roleplay. J'ai un ami français avec qui je joue à des jeux de rôle, là. Euh, Puis il m'a initié un peu avec tu sais, un petit peu l'école européenne où ce que, tu sais, le combat prend comme un aspect plutôt secondaire là, comparé aux jeux comme plus américains comme Donjon Dragon, mettons, là, même Mhm. si c'est anglais à la base. Là. Euh, Puis ça se rapproche, c'est ça se rapproche plus de ça. Puis l'idée allant de ça, c'est que je voulais créer, dans le fond, un projet simple, parce que j'ai travaillé sur beaucoup de projets de jeux de rôle que je faisais pour mes amis au collège puis à l'université, puis j'ai travaillé aussi en jeux vidéo. Mais j'ai jamais fait vraiment de projet que j'étais assez confortable à publier. Fait que je voulais faire Mhm. quelque chose d'assez concis et de simple que je serais capable de publier comme on my own pour avoir mon propre label. Puis partir de là pour créer d'autres affaires. Puis c'est vraiment ça. C'était dans le fond un exercice en minimalisme de game design. Créer quelque chose le plus simple possible, le plus approchable possible, puis le plus marketable possible, puis le moins cher possible parce que je voulais pas je voulais avoir que le joueur ait un bon produit pour son argent. Fait que, comme le livre il est comme tout en noir et blanc, il y a des belles illustrations à l'intérieur du livre d'un bout à l'autre. Je voulais pas que ça allait être de l'air amateur. Je voulais que le niveau de production soit bon, soit professionnel, mais je voulais également pas que ce soit trop compliqué pour pas que ça me prenne comme 5 ans à le faire. Parce que je suis OK. seul là-dedans, là, veux pas. Là. Bon, oui, je comprends. Je Ouais. comprends.
Puis, ouais, vas-y, continue. Non, non, vas-y, c'est ça. Vas-y. OK. Ben, écoute, moi, j'aurais pu te laisser parler pendant des heures puis juste écouter ce que tu as à me dire sur ton jeu, mais je peux aussi poser des questions. Il n'y a, Ouais. pas de, il y a pas de stress rendu là. Mais justement, là, tu dis jeu de rôle d'horreur. Est-ce qu'il y a je veux dire, est-ce qu'il y a un setting, est-ce qu'il y a une mise en place préétablie ou c'est plus du générique que le maître de jeu et le joueur peuvent un peu faire ce qu'ils veulent dans un contexte horrifique? Ouais, c'est ça. Dans le fond, le livre de base, celui qui est disponible maintenant, Ouais. celui qui vient de sortir, c'est ce qu'on appelle en anglais c'est agnostique. Dans le fond, le Ouais. setting est agnostique. Donc, c'est proposé, dans le fond, tu es dans un village canadien dans le nord qui est isolé. Ça se passe dans les années 90. La raison pourquoi je voulais faire ça, c'est parce que je voulais. Ben, tu sais, je veux dire, j'ai grandi dans les années 90, fait qu'il y a une espèce de mystique autour de ça. Puis dans ce temps-là, j'étais un kid ou un adolescent. Puis ça, tu sais, avec toutes les émissions comme Stranger Things, puis tout ça, qui explorent les settings des années 80, 90, il y a une espèce de côté mystique à ça, dans mon imagination à moi en tout cas, parce que c'était une époque où j'étais encore un enfant, puis que j'avais une imagination très fertile. Puis ça permet aussi que le niveau de technologie soit pas abusé pour le joueur. Comme l'Internet existe virtuellement pas dans les camps. C'est rural, c'est dans un village Mhm. rural du Canada. Puis dans les années 90, Internet n'existait pratiquement pas dans ces villages-là, peut-être dans la bibliothèque, puis c'était des pages HTML vraiment simples. Tu n'avais pas de Wikipédia pour aller faire des recherches sur hey, c'est quoi un Wendigo, puis tout le kit, ou Mhm. tout ça, puis tu n'avais pas des pages Facebook de conspiration, de conspirationnistes où tu pouvais aller te renseigner sur les races d'extraterrestres qui existaient, puis tout le kit. Fait que c'est un peu ça, puis c'est isolé parce que je veux que ce soit justement plus, tu sais, je veux pas que les joueurs nécessairement puissent aller chercher des ressources extérieures, tu sais, il faut qu'ils se démerdent un peu dans l'environnement où ils sont. Puis j'ai pas donné de nom au setting, mais on comprendra que dans le fond, le setting que je vais produire pour le jeu, ça va ressembler beaucoup à la Haute-Mauricie, en fait. Ça va être comme une espèce de Latuc fantasy un peu, un peu à la Lovecraft. Ça se passe, Lovecraft, quand il a fait son œuvre, ça se passe tout en Nouvelle-Angleterre. Ouais. Mais moi, je veux que ça se passe comme en Mauricie, en Haute-Mauricie, puis le nom des villes va être fictif. Bien évidemment, j'ai déjà une bonne idée de ce que je veux faire, des landmarks que je veux dans mon jeu. C'est juste qu'il faut que je l'organise dans un document, puis ça va venir dans la troisième expansion du jeu. Rendu là, puis là, ça va être vraiment établi, mais pour l'instant, c'est très agnostique, puis c'est vraiment ouvert aux joueurs, puis au Game Master. Puis c'est j'aime beaucoup aussi quand les joueurs participent à établir un peu la trame narrative. Ouais. D'ailleurs, dans le jeu, il y a un currency, ça s'appelle les Fate Points. Quand le joueur va participer de façon positive à la trame narrative, il va faire du roleplay qui est entertaining, il va apporter comme du world building un peu. Il va gagner ce currency-là, cette monnaie-là, puis ça va lui permettre d'être dépensé après ça sur des habilités qui vont dépendre de son archétype de personnage, ou pour tricher le système du jeu, pour le permettre, par exemple, de survivre, parce que c'est très méchant, je te dirais, comme les chances de survie du personnage dans un combat sont très minces. C'est pas un jeu qui favorise le combat, c'est là, en dernier recours, mais pour que ce soit fair, pour qu'il y ait des règles pour ça, mais la plupart des monstres, je te dirais, là, tu ne veux pas nécessairement les rencontrer non OK. plus. Ben, je veux pas. Tu sais, il y a la thématique survie qui embarque, là. Ça veut vraiment Ouais. être plus un niveau de difficulté. Fait que là, si je comprends bien, c'est ça, tu me dis que pour résumer, oui, il va y avoir un setting de base qui va te proposer, mais il n'y a aucun problème côté règles, côté chemin archétype pour que le DM puisse prendre, on va dire, son setting personnel dans son coin de pays à lui, là. Mettons, quelqu'un veut faire ça Effectivement. plus en Gaspésie, on va dire. Ouais, ouais, genre, ou Genre, tu es un Américain puis tu veux faire ça, je sais ouais. pas, au Wisconsin, whatever, tu sais, c'est ouvert. Puis la première règle que j'ai écrite dans le chapitre qui est dédié au système de jeu, c'est que dans le fond, c'est un système ouvert. Les règles sont, sont pas vagues, mais sont ouvertes à l'interprétation. OK. C'est très minimaliste. Si tu veux rajouter des règles, tu peux en rajouter. Si tu veux modifier les règles, tu peux le faire. L'important, c'est que le groupe de joueurs, dans le fond, s'entende sur ce qui est fair et ce qui n'est pas fair avant de commencer à jouer, bien entendu. Ouais. Puis, ben, c'est vraiment quelque chose d'ouvert. Puis, tu sais, côté setting, c'est sûr que c'est plus exploré. J'ai pris une approche, tu sais, je suis un gros tripeux de jeux vidéo, puis je traite beaucoup sur Dark Souls. Fait que, tu sais, le setting dans le manuel de base n'est pas vraiment expliqué, à part dans les descriptions des objets, dans les descriptions des monstres, dans le petit bestiaire que j'ai mis dans le manuel de base.
Fait que ça demande un travail interprétatif. C'est pas. J'écris pas genre 50 pages de lore, puis je t'expose comme la genèse du monde en 10 pages. Là, Ouais, je comprends. Je comprends. je sais pas, tu comprends un peu mon Ouais, approche, j'imagine. Là, ouais. ouais. Puis justement, côté règles, ça ressemble à quoi environ? Ouais, en fait, le système, c'est directement, j'ai pris le Black Hack de David Black. Dans le fond, Ouais, je pense que tu dois être familier, là. ouais. Sauf qu'au lieu d'y aller en D20, moi, j'ai plutôt opté pour un système avec 2 dés à 10 faces, OK. donc 2 dés 10. Et puis, tu as 6 attributs, dans le fond, violence, agilité, santé, présence, intuition, puis esprit. Qui vont déterminer là, les attributs de ton personnage, dans le fond, là, ses capacités physiques, mentales et sociales. Puis il faut que tu roules en dessous de ton habileté. Donc, il y a un système d'avantages et de désavantages, un peu comme dans le nouveau Donjon Dragon, où Ouais. tu vas lancer 3 dés, puis tu vas prendre les 2 plus bas ou les 2 plus hauts, dépendamment de l'avantage que tu as. Ça peut être, par exemple, à cause de ton archétype. Tu sais, si tu joues un policier, ben, tu peux avoir certains avantages dans certaines actions. Ça peut te donner aussi des désavantages. Je parlais aussi des faits de pointe, plutôt des points de destin. Tu as aussi un drama pour ton personnage. Puis le drama, c'est comme l'aspect un petit peu traumatique et négatif de ton personnage, le background un petit peu du personnage, c'est comme, je ne veux pas dire un désavantage, parce qu'en même temps, c'est un avantage du côté roleplay, tu sais. Puis quand tu joues sur ça, tu peux te donner des désavantages, puis Mhm. ça peut te donner aussi des points de destin pour pouvoir plus tard tricher, tu sais, puis te donner un avantage. OK. OK. Ouais, je vois un peu le moule dans tout ça. Mais dans le fond, quand tu parlais des avantages et désavantages, c'est vraiment les D10. Dans le fond, ça va être un D10 de plus que la personne va lancer Ouais, pour réussir ou exact. non une action. Ouais. OK. Tu prends les 2 plus hauts si c'est un désavantage, puis tu prends les 2 plus bas si c'est un désavantage. Puis le reste, écoute, c'est très simple. T'as pas, quand tu fais ton personnage, tu choisis ton archétype, ça vient avec. T'as un comportement. Dans le fond, je ne sais pas comment l'appeler, mais chaque archétype a un comportement qui va faire qu'ils vont gagner plus d'expérience. Je parlais du policier tantôt. Le policier, si ça s'appelle Serve and Protect, ça veut dire que s'il va aider un autre personnage, que ce soit un player character, un personnage joueur ou un personnage non joueur, il va gagner des points d'expérience. Puis s'il met sa vie en danger pour aider une autre personne, ça va être encore plus d'expérience. Chaque archétype comme ça en a d'autres. Par exemple, le voleur, il est incité à mentir ou à fourvoyer les autres personnages. Encore une fois, que ce soit un joueur ou pas. Puis s'il ne se fait pas prendre ou s'il n'y a pas de témoin de son crime, ben, il va avoir plus d'expérience, évidemment. Puis ça vient ajouter dans la dynamique. En plus de ça, chacun a des habiletés spéciales qui vont pouvoir les aider à se démerder. Par exemple, le religieux, c'est un des personnages que tu peux jouer. Il peut donner un speech. Il va utiliser son point de destin, puis ça va recouvrir du stress, dans le fond, aux personnages qui sont autour de lui, qui entendent son speech. Puis ça va leur donner un avantage à leur prochain jet. Donc, tu OK. peux faire un personnage à la Samuel Jackson là, qui lit des versets de la Bible avant de gonner un On va monstre. gagner un monstre. Ouais, je vois le genre. Je vois le genre. Je vois le genre. Puis là, tu mentionnais du stress. Est-ce que justement, il y a une mécanique de santé mentale qui est associée à tout Oui, ça? effectivement. Dans le fond, c'est très simple. Tu as des points de vie puis tu as des points de santé mentale. Donc, quand tu fais ton personnage, tu as ton attribut de santé puis ton attribut d'esprit. Mhm. Donc, ton attribut de santé plus 5 va donner ton nombre de points de vie maximum, puis ton nombre d'esprit plus 5 va donner ton nombre de points de santé mentale. Euh, et puis, tu vas accumuler du stress. Puis quand le stress va être égal ou dépasser ton nombre de points de santé mentale, dans le fond, tu vas falloir que tu jettes un dé sur la table d'insanité. Puis là, tu peux perdre. Soit tu vas. Tu sais, il y a des effets, là. Tu peux comme être confus pendant quelques rounds jusqu'à temps que tu retrouves que tu réussisses un jet d'esprit. Tu peux perdre des attributs de façon permanente. Puis dans le pire des cas, tu perds ton personnage parce qu'il devient complètement insane. Puis il faut que OK. tu en fasses un nouveau. Ce qui est le fun, en fait, c'est que tu as un aspect un petit peu roguelike dans le jeu. C'est très facile de mourir ou de perdre ton personnage si tu prends trop de risques. Mais quand ça arrive, pour le prochain épisode, pour la prochaine partie, tu gagnes 50% plus d'expérience de ce personnage-là que tu as eu pendant la partie, se transfère à ton prochain personnage. Donc, OK. tu as comme 150% de l'expérience que tu gagnes pendant la partie qui va se transférer à l'autre. Puis ça fait en sorte que des fois, c'est mieux narrativement qu'un personnage se sacrifie. Tu sais, par exemple, tu joues un policier,
ben, tu vas vouloir te mettre en danger. Si tu te sacrifies, tu le sais que tu vas gagner beaucoup plus d'expérience. Puis si tu as envie de jouer un autre personnage, ben, c'est le moment rêvé d'aller te sacrifier pour sauver les personnages des autres. Puis ça fait... Dans un jeu d'horreur, je veux dire, as-tu déjà vu un film d'horreur où que personne meurt? Effectivement. Effectivement. Puis justement, tu mentionnais que les personnages sont très squishy, dans le sens que tu veux pas, c'est un jeu de survie, puis il y a une bonne chance de mourir dans le processus de l'aventure. Mais outre le fait que les joueurs ont leur fusil ou leurs armes, plus leur ingéniosité pour combattre les monstres, est-ce qu'il y a un aspect, parce que, exemple, à Call of Cthulhu, il y a une certaine possibilité de pouvoir, exemple, découvrir soit des spells ou des sorts. Y a-t-il comme une mécanique qui est associée à ça aussi? Ouais. Il y a un aspect un peu ésotérique, mais il n'y a pas de sortilège comme dans Call of Cthulhu, par exemple. Mais il y a des objets ésotériques qui peuvent servir. Par exemple, je donne un exemple. Le religieux va partir avec une chandelle sacrée, là, qui est comme un cierge. Ça va lui permettre de soigner son groupe. Dans le fond, il va la mettre dans une pièce. Puis quand ils vont faire un repos dans la pièce, ça va leur permettre de se soigner puis de recouvrir du stress. Tu peux trouver de l'encens qui va te permettre de créer une zone safe. Dans le fond, je m'imagine tout le temps, je me suis inspiré beaucoup de Resident Evil puis de Silent Hill, dans le fond, pour les jeux. Donc, dans Silent Hill, il y a un aspect ésotérique, mais il n'y a jamais personne qui va lancer de sortilège, mais tu as des artefacts puis des trucs comme ça que tu vas trouver. Par exemple, il y a une épée occulte dans mon jeu que tu vas pouvoir utiliser pour empaler un ennemi sur une surface rigide. Puis pendant qu'il est empalé, tu fais un test de violence pour faire ça, puis le monstre ne pourra pas te poursuivre pendant qu'il est empalé. Mais tu ne pourras plus utiliser ton épée après parce que tu le pines là, puis c'est fini. Puis il y a d'autres objets comme ça. L'encens te permet de créer une zone safe. Je parlais de Resident Evil, là, je m'imagine tout le temps la petite musique avec la pièce avec la machine à écrire. Là. Ouais. C'est ça. Ben, ça te permet de justement créer une zone safe. Tu hotbox une pièce avec de l'encens, puis les monstres ne peuvent pas rentrer là parce qu'il y a un aspect sacré un peu à l'encens. C'est quelque chose aussi que je vais explorer beaucoup dans la première expansion. Dans le fond, je vais rajouter plus d'objets ésotériques, des artefacts, des trucs mystérieux comme ça. Puis également, dans le bestiaire, je veux mettre des options pour le Game Master pour qu'il y ait des phénomènes un peu naturels qui vont affecter le cours des événements. Par exemple, sur la pochette, il y a une lune de sang là, sur ma pochette, dans le fond, là, du jeu. Mais quand il va y avoir des phénomènes astrologiques, dans le fond, ça va pouvoir affecter les événements du jeu. Par exemple, s'il y a une aurore boréale, si c'est une nouvelle lune, si c'est une pleine lune, ça peut affecter les monstres ou l'environnement de différentes façons. Puis évidemment, tu as comme l'autre monde, en fait, que je n'ai pas vraiment touché encore, mais c'est un peu le concept qu'on voit dans Silent Hill puis dans Stranger Things, où il y a un autre monde qui est semblable au nôtre, mais qui n'est pas exactement le nôtre, qui existe. Puis dans ce monde-là, il y a des créatures monstrueuses qui sont extraterrestres à notre... que nous, on ne comprend pas nécessairement. C'est des pouvoirs, c'est des entités primordiales qui sont très, je te dirais, animistes. Puis c'est inspiré là, je me suis inspiré surtout c'est sûr de culture populaire, mais de folklore nordique, proto-germanique, genre, parce que je suis un gros fan d'histoire. Puis dans le village où le jeu va se situer, j'appelle ça de veil en anglais, mais comme le linceul entre les mondes est très mince, puis ça fait qu'il y a des phénomènes paranormaux qui peuvent se produire aussi. Mais je veux pas nécessairement que ce soit très in your face. Je veux que ce soit plus quelque chose qui soit dans le background. Même les monstres, je les ai dessinés, j'ai décrits dans le livre, mais évidemment, idéalement, le personnage ne le rencontrera pas. Ils vont peut-être le voir passer, voir une ombre dans la forêt. Ils vont peut-être. Mais s'ils voient le monstre, ils sont probablement déjà morts. Puis, fait que c'est plus un mystère. Oui, mais justement, c'est ça, tu veux avoir une approche qui est plus tournée vers les. J'imagine que les joueurs, en début de partie, leurs personnages ne vont pas nécessairement croire aux créatures en général. Exact. Okay. C'est pas comme des Hunters, comme dans World of Darkness. Ouais, c'est ça.
c'est pas des chasseurs de monstres professionnels, c'est des gens comme toi puis moi qui ont une job. Là, j'ai juste 7 archétypes, mais dans le prochain, je vais en faire peut-être une vingtaine où tu vas pouvoir jouer un plombier ou un mécanicien. C'est pas des gens qui ont des pouvoirs extraordinaires, c'est juste des gens normaux qui dealent avec des affaires paranormales. Oui, ben, d'où justement l'aspect survie qui revient encore. Là. Oui, c'est ça. Puis, juste pour savoir un peu, oui, là, on comprend le jeu, on voit un peu la mécanique, le setting et tout ça. Je serais curieux de savoir un peu ton processus, comment tu en es venu à faire ce jeu-là? Ça a été quoi ta première étape? Qu'est-ce que tu as mis sur papier en premier? Ouais. Qu'est-ce qui comment tu as fait germer ça? Ouais, c'est bon, c'est une bonne question. En fait, ça fait longtemps que je travaille en jeu vidéo. Comme je t'ai dit, ça fait vraiment longtemps que je travaille, encore plus longtemps que je travaille avec du jeu de rôle. Puis c'est surtout pour mes amis, en fait. Je fais des jeux pour que je joue avec mes chums puis qu'on ait du fun. J'en ai fait une coupe. Celui-là, en fait, ça fait vraiment longtemps que j'ai eu cette idée-là. Je suis vraiment un gros fan de Silent Hill. Puis au début, ce jeu-là, c'était comme j'avais pris le Black Hack, puis j'avais juste mis une pochette, c'est comme un skin de Silent Hill par-dessus. C'était vraiment au début, la première game de ce jeu-là qu'on a joué, tu étais dans l'univers de Silent Hill, carrément. Puis là, ben, les gars, ils ont vraiment aimé ça. Puis je me suis dit, ce serait vraiment une bonne opportunité pour comme aller un petit peu plus loin, puis pas faire juste un. Tu sais, je voulais pas faire juste un rip-off de. Puis tu sais, je veux dire, Konami m'aurait probablement actionné. Oui, probablement, oui. Tu sais, j'aurais pas pu publier ça, Non, mais c'est fait que ça. tu sais, j'aimais ça, par exemple, le jeu d'horreur. J'ai tout le temps aimé les jeux de survie, tu sais. Fait que j'ai continué mon processus créatif. Je te dirais, pendant un an, j'avais juste comme les règles qu'on a joué avec, qu'on a balancé, puis on a un peu changé. Puis c'est vraiment au début du confinement. En fait, je suis un gars qui fait beaucoup de judo, là. Je faisais comme 12 heures, 15 heures de judo par semaine. Puis avec le confinement, ça a un peu comme brisé mon beat. Puis ça me prenait vraiment quelque chose pour m'évader parce que avec tout le stress rajouté, mettons, de la pandémie actuelle, puis avoir aucun exutoire, dans le fond, pour me comme enlever tout mon stress, j'ai commencé à écrire plus. J'ai commencé à faire j'ai mis ça en page de façon plus professionnelle. J'ai commencé à faire beaucoup de dessins. En fait, je te dirais là, le plus gros du travail dans le manuel, c'est beaucoup les dessins parce que c'est du travail de moine, là, comme on dit. Là. Ouais. Puis, il fallait beaucoup que je m'inspire parce que je suis excellent pour copier les dessins, je suis excellent pour copier quelque chose, mais je suis pas. Il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça. Là. J'ai étudié en histoire de l'art, puis tu regardes Déjeuner sur l'herbe, là, c'est comme il y en a 3, puis c'est comme la même peinture, c'est juste c'est pas les mêmes personnes. Là. Puis, fait que tu sais, j'étais allé sur Etsy, j'étais allé sur plein de sites, Pinterest, Google Images, je les ai toutes faites pour essayer de trouver de l'inspiration visuelle pour mon jeu. J'ai pris des photos de mes amis, tu sais, le criminel, le médic, puis le prêtre dans le jeu, le religieux. C'est 3 de mes chums, dans le fond, qui avaient des costumes. Que ils se sont posés pour moi. Je les ai dessinés, tu sais. Puis c'est cool, ça, dans le fond, c'est parce vraiment que cool. je voulais créer une identité visuelle au jeu, puis faire de quoi qui était cohérent et qui était cool. Là. OK. Puis suite à ça, là, j'imagine, le jeu présentement, il est disponible en PDF, mais il est aussi disponible dans le fond, physiquement. En fait, j'ai pas release de PDF encore. Il est OK. disponible en format paperback sur OK. Amazon. C'est un paperback de 48 pages, je pense. Ça coûte 10 peu importe le pays où tu te trouves, en fait, je l'ai indexé. Là. Si t'es aux États-Unis, ça coûte 10 US. Si t'es en Grande-Bretagne, ça te coûte 10 livres sterling. Au Canada, c'est 10 canadiens. Par exemple, au Japon, c'est comme 1000 yens, là, parce que c'est ça. Ouais. Puis, je ne sais pas si je vais faire un release en PDF parce que, tu sais, je veux dire, j'ai jamais, tu sais, je comprends l'attraction d'avoir un document PDF, mais tu sais, honnêtement, hein, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu sais, si le jeu, il coûte déjà 10 là, tu sais, que je sorte un PDF à 5 est-ce que ça va vraiment valoir la peine? Je ne le sais pas. J'y pense, en tout cas. C'est la version 1.0 d'ailleurs qui est disponible là. Je suis en train de travailler sur la version 1.1 parce que, comme je t'ai dit, j'ai encore des petits artefacts de conversion dedans qui m'ont échappé, qu'il faut que je corrige. C'est sûr que je vais donner des PDF gratuits sur Amazon pour le update, là, pour ceux qui ont acheté la version 1.0, là, pour pas qu'ils soient désavantagés par rapport aux autres. Je vais voir ça. OK.
Mais j'imagine que tu vas mettre le lien dans la description pour Oui, oui, pouvoir. tout va être dans la description concernant les liens disponibles concernant qu'on soit notre communauté, qu'elle soit au Québec ou Ouais, en Europe ailleurs. présentement. Là, ouais. Ouais. Ce que je vais faire, par contre, je vais peut-être le mettre sur DriveThru RPG. Donc, Oui. je suis pas, tu sais, comme. Je suis pas. J'ai pas encore fait le processus pour ça parce que déjà Amazon, c'était déjà quelque chose, là, tout le processus pour publier là-dessus. Mais j'aimerais peut-être ça le mettre en PDF sur DriveThru RPG, peut-être que j'ai la version 1.1. OK. OK, très cool. On a bien hâte de voir tout ça. Je serais curieux quand même de savoir ça a été quoi, tu penses, dans ce processus-là? Parce que tu sais, je vois beaucoup de gens autour de moi, surtout dans, on va dire, période de pandémie, où est-ce que les gens sont chez eux puis ils startent mille et un projets ou autre. Là. Mhm. Euh, Ça a été quoi, selon toi, le plus gros obstacle à surmonter dans ce contexte-là de créer un jeu de rôle vraiment de A à Z? Warhammer 40 000. J'ai Là? comme, ouais, d'autres joke, j'avais un autre projet, puis tu sais, je faisais une armée de Warhammer sur le side Ouais. pendant que je créais ce projet-là, puis c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment deux passions que j'ai, puis comme ça m'a vraiment sideline pendant 2, 3 mois pendant que je peinturais mes bonhommes. Je vais être honnête avec toi, j'ai vraiment abandonné le projet pendant que je Pour faisais vrai? OK. cet Fait autre projet-là, ouais. le plus gros obstacle que tu as eu pendant ton projet de jeu de rôle, ça a été tes figurines de Warhammer 40 Ouais, 000. exact. Mais, tu OK. sais, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça m'a fait prendre une pause. Parce que, tu sais, on s'entend que ça fait 1 an qu'on est confiné, là. Tu sais, Ouais. ça m'a fait prendre une pause. Je suis revenu après, puis j'étais frais et dispo pour, comme, terminer ça. Puis c'est un peu dark, je vais être honnête avec toi, tu sais. Les dessins que je fais sont tous en noir et blanc. C'est Mhm. très... tu sais, c'est comme tous des monstres, puis c'est un peu glauque. Puis c'est... Travailler longtemps sur des projets comme ça, c'est difficile, je trouve, pour le moral. C'est le fun parce que ça extériorise beaucoup tes émotions négatives, mais il faut que tu fasses autre chose parce que c'est très... je te dirais que surtout là, avec tout le stress qu'on vit, c'est très difficile. Euh, L'autre problème que j'ai eu, c'est surtout au niveau d'Amazon. J'avais jamais publié rien sur Amazon, pour être honnête avec toi. OK. Puis, tu sais, comment je fais pour faire ma couverture, tu sais. Il y a un outil que tu peux utiliser sur Amazon pour faire ta couverture, mais évidemment, tu sais, moi, je voulais tout faire moi-même sur Photoshop. Fait que, tu sais, comment que je calcule la taille de mon gabarit, combien de pixels par pouce que je dois avoir sur mon image, tout ça, je connaissais rien de ça. Fait qu'il a fallu que je fasse beaucoup de recherches là-dessus. J'étais sur des forums sur Internet pour voir là, les gens ce qu'ils avaient à dire sur le sujet, les meilleures pratiques. Tout ça, je pense que c'était vraiment le plus techniquement challenging. C'était vraiment cet aspect-là, parce que le reste, honnêtement, je suis très à l'aise avec le reste. Sinon, je te dirais peut-être couper dans le stock, parce qu'au début, je voulais faire ça minimaliste, mais comme plus t'en fais, plus tu as comme du content creep là, qu'on Ouais. appelle. Puis couper dans le gras, c'est très important, je pense, quand on design un jeu, parce que tu veux vraiment distiller un peu l'essence, puis tu veux pas laisser de place à l'inutilité dans le jeu, tu sais. Bon. Euh, Évidemment aussi, je dirais la critique tu sais, j'ai beaucoup de gens qui l'ont lu. Il y a des gens il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, bien évidemment. Fait que, tu sais, des fois, c'est un petit peu difficile sur l'ego. Mais en général, je pense que les gens qui aiment ce genre de jeu-là vont vraiment aimer. Parce que la plupart de mes amis qui aiment ce genre de jeu-là aiment beaucoup. C'est sûr que c'est pas pour quelqu'un qui tripe statistique puis qui veut comme quatre feuilles Ouais. de fiches de personnages puis tout ça. On est plus dans le narratif. Là. Ouais, effectivement. Moi, OK. c'est ce que j'aime en jeu de rôle, en fait. Là. Comme, si je veux faire des combats, justement, j'ai Warhammer 40 000. Là. J'ai pas besoin de Game Master. Là. Je m'en vais chez mon chum avec un de mes chums de gars, avec mon armée, puis on se fait une game. Mais quand je joue à un jeu de rôle, c'est vraiment pour l'aspect social, narratif, OK. puis créer une histoire avec mes amis. Là, tu me dis le futur pour Wendigo, c'est, tu me disais une expansion plus pour le meneur, une expansion pour les joueurs, un setting. Ouais, dans le fond, la prochaine expansion, ça va être des options de personnages. Donc, je veux mettre 2 fois plus de tout, au moins. Donc, 2 fois plus de perks pour ton personnage, 2 fois plus de choix d'archétypes, 2 fois plus d'armes, d'objets que tu vas pouvoir trouver, des nouveaux drames, des inspirations pour créer d'autres personnages. En même temps, les joueurs sont invités, s'ils veulent, à en faire eux-mêmes. Là. Je veux dire, si tu veux créer ton propre archétype de personnage ou ton propre perk, tu as le droit. Là. Je veux dire, c'est Mhm. pas. Mais je veux créer plus d'options. C'est sûr que je veux faire une version française parce qu'en ce moment, il est en version anglaise.
C'est sûr que ça fait bizarre pour un jeu de rôle québécois, mais j'ai tout le temps trouvé aussi qu'on était très protectionniste culturellement au Québec. Puis je trouvais que c'était peut-être une bonne opportunité d'exporter un peu de notre folklore ailleurs, parce que c'est sûr qu'il y a des inspirations folkloriques à l'intérieur de ça. Puis, bon, après cette expansion-là, j'ai planifié faire justement 2 expansions pour le Game Master. Donc, il y en a une que ça va être un bestiaire, donc parce que je vais rajouter plein de bestioles, puis des options aussi pour d'autres types de challenges que des bestioles. Donc, ça va être intéressant. Puis, je veux créer aussi justement un setting un petit peu plus en profondeur avec une carte d'un village que j'ai un peu imaginé pour les parties que je fais jouer, moi, quand je le fais jouer. Puis, par exemple, je veux dessiner un peu les landmarks de ce village-là. Dans un des archétypes qui est comme le nobody, qui est comme l'archétype tout le monde. C'est un archétype qui était comme une blague au début, mais comme tout le monde, finalement, c'est son préféré. C'est un gars divorcé. Ses stats sont toutes moyennes. Il n'y a pas vraiment de talent. Il a peur des monstres, fait qu'il freeze tout le temps quand il voit un monstre. Fait qu'il y a un désavantage sur son initiative. Mais vu que c'est un pleutre, ben, il y a un avantage pour se sauver. Okay. Mais c'est un personnage qui est nice. Puis je l'ai dessiné, il mange une pizza dans une boîte de pizza, puis il est marqué Gorgo's Pizza sur la boîte. Mais dans ma tête, je le sais, je le vois comme le restaurant, c'est comme un restaurant décoré un peu années 50 là, avec des bancs un petit peu jaunis, là, comme il y avait. Là, je pense que tu vois le genre, là. Je veux dessiner ça, je veux comme créer une ambiance pour ça. J'ai un asile, une institution mentale old school, un peu à la Lovecraft dans ma tête que je veux mettre aussi là-dedans, qui va être inspiré de l'hôpital de Sainte-Thérèse à Shawinigan. Je veux dessiner ça. Je vais ficeler ça ensemble. Bien évidemment, il va y avoir d'autres trucs intéressants là-dedans. Je vais mettre un petit peu, je m'inspire un petit peu des conspirations du complot. Fait que, je veux mettre une ancienne prison qui a été utilisée pendant, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale pour faire des expériences sur des prisonniers nazis ou des places intéressantes à explorer avec un mythos intéressant derrière tout ça pour que les joueurs puissent paranoïer avec leur Game Master là, dans leur cave. Là. OK, très cool, très cool. Et avant de conclure, juste une petite question comme ça pour les personnes, exemple, qui vont écouter la vidéo. Je suis juste curieux de savoir ton opinion concernant on va dire la licence de tierce partie. Admettons que quelqu'un t'approche pour pouvoir faire justement un supplément ou faire une expansion plus maison, des choses comme ça. Est-ce que c'est le genre de truc qui t'intéresse ou tout est vraiment plus... Ben, en fait, oui, là, je suis ouvert. Là. Dans la dernière page de mon jeu, c'est justement la licence, c'est Open License. OK. Dans le fond, je veux juste avoir. C'est sûr qu'il va falloir créditer de Black Hack parce que j'ai comme pris de leur stock. C'est important de me créditer aussi, donc que c'est moi. Mais je veux dire, n'importe qui peut prendre mon jeu, mon système, puis créer leur propre. Si tu veux faire ton archétype, puis le publier. Si tu veux faire ton expansion, puis le publier. Puis honnêtement, si tu veux, si tu crées du contenu pour tes joueurs, puis que tu veux l'avoir dans une de mes expansions, by all means, je vais le prendre, je vais te donner ton crédit, puis tout. J'ai déjà des gens de la communauté qui m'aident. J'ai un des gars qui me suit depuis le début du projet, dans le fond, parce que j'avais fait un Kickstarter à l'époque qui n'avait pas nécessairement marché, mais que j'avais eu quand même beaucoup de donations. Cette personne-là, il m'a proposé, dans le fond, de faire la revue des prochaines éditions parce qu'il tripe vraiment sur le jeu. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez faire des dessins, whatever, allez-y. Je fais pas ça pour l'argent de toute façon. Je vais être honnête avec toi. J'ai vendu beaucoup de copies, mais je le vends 10$. Je pense que je fais même pas. Je dois faire 2-3$, je pense, par copie. Je suis même pas sûr que je fais 3$ sur la copie. C'est minuscule là, en termes de marge de profit. C'est pas une entreprise pour faire l'argent. Je fais vraiment plus par passion. Puis comme je veux me créer comme une espèce de marque de commerce. Puis commencer à mettre mes projets un petit peu publics là, pour que les gens puissent y jouer. Là. Très cool, très cool. Hey, merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Puis écoute, j'aime bien ton podcast. Je connaissais pas ça avant que tu m'invites, en fait. Puis j'ai regardé un peu de backlog. Puis c'est vraiment cool. Écoute, ça fait plaisir. On est une équipe passionnée. On fait comme on peut avec ce qu'on a, mais c'est sûr que si on a l'occasion, moi, je suis un très grand fan de jeux de rôle d'horreur en général. C'est dans ma grosse passion, puis surtout aussi le système narrativiste et tout. Fait que si j'ai l'occasion de faire un actual play de ton jeu avec mon équipe, c'est sûr et certain que je te tiendrai au courant. J'aime vraiment ça. Je vais être honnête avec toi, je suis pas un. Je DM, je master
mais comme j'aime mieux jouer, là, pour être honnête avec toi, là, OK. j'ai fait un jeu que j'aimerais jouer, pas nécessairement un jeu que j'aimerais master, mais si jamais tu veux master mon jeu puis que tu veux me faire une partie un jour, je serais vraiment très intéressé. Ben, éventuellement, c'est sûr que je vais faire des sessions de jeu moi-même, fait Ouais. que je vous inviterai peut-être là, si vous Ben voulez oui. participer. Ben oui. Puis aussi, j'aimerais dire, je vais te laisser les liens. J'ai un hoodie officiel de Wendigo, en fait, qui est Ah, très ouais. coquet. C'est sûr qu'il est beaucoup plus cher que le livre, mais C'est cool, ça. mais il est très confortable. Puis si vous l'achetez tout, on va tout avoir l'air d'une gang de cultistes. Fait que c'est vraiment nice parce qu'il est blanc. Je vais te laisser un lien pour le livre, puis ma page Facebook si vous voulez me suivre. Je pose des memes sur ma page Facebook. Ma page du jeu, dans le fond. Mhm. Puis je poste aussi des updates de tout ce que je fais. Puis souvent, les dessins, en fait, que je vais mettre dans le jeu, je les poste d'abord en exclusivité sur ma page Facebook pour que les joueurs puissent voir. Puis je mets des samples d'un fois. C'est quand mettons, je fais des nouveaux archétypes, Mhm. je vais mettre carrément l'archétype qui est comme le brouillon, dans le fond, OK. je le laisse là. Puis les gens, ils peuvent s'amuser même avant que je sorte le livre. Là, tu sais. OK. Fait que j'imagine que justement, pour poursuivre l'actualité de l'ouvrage et de la gamme en général, la meilleure manière, ça va être la page Facebook. Ouais, vraiment. C'est sûr OK. que je pose pas souvent. Là. Je suis pas un gros. Je suis vraiment pas un adepte du média social. Là. Mais tu sais, à chaque fois que je fais un update sur mon jeu, ben, je le mets. Tu sais. Fait que, Parfait. c'est là qu'il faut suivre. Parfait. Bon, ça marche. Fait qu'on va mettre ça en lien. Donc, encore une fois, ben, merci beaucoup, Maxime Vincent, d'être venu présenter ton jeu Wendigo, Survival Horror RPG, Ça me fait très qui plaisir. va être traduit en français, j'imagine, en 2021 ou... Ouais. J'imagine qu'à l'intérieur de l'année, tu sais, j'ai ma conjointe, elle m'a proposé de m'aider avec ça parce que tu sais, je parle français, là, je veux dire, je suis francophone d'origine, mais tu sais, j'ai tellement d'idées en ce moment pour ajouter du contenu que c'est pas nécessairement ça que j'ai en tête de faire en premier, mais Ouais, je comprends. elle va m'aider avec ça. Puis tu sais, je te dirais que je veux pas mettre de date en fait parce que je veux pas me presser, là. C'est Ouais, comme le jeu, j'avais pas vraiment mis de date dessus. Euh, Fait que tu sais, ça va venir quand ce sera prêt et quand ce sera un produit de qualité. C'est la réponse que j'aimerais parfait. te donner. Parfait. Ça me suffit comme réponse. Parfait. Parfait. Bon, Fait ben, que, encore une fois, merci beaucoup, Maxime. C'est très ouais. apprécié. Écoutez, c'était encore une fois Pierre-Philippe. Hey, j'ai encore une fois mentionné un autre podcast. C'est vraiment bizarre. Je fais tout le temps cette erreur-là quand j'enregistre. C'était C'est pas encore une grave. fois Pierre-Philippe pour Coup Critique. Puis on vous encourage à vous abonner à notre page Facebook, à notre Instagram, à notre page, un Twitter, c'est vrai aussi, on a un Twitter, et bien sûr notre YouTube pour suivre dans le fond nos différentes entrevues et autres actual play et ou critiques qu'on fait au quotidien. J'étais en compagnie encore une fois de Maxime Vincent qui est venu nous présenter son jeu d'horreur Wendigo, Survival Horror RPG. Et on se dit à la prochaine fois. Bye! Bonne année tout le monde. Bye bye.